Bienvenue sur Networking Academy, le podcast du réseautage à l'ère du digital et des réseaux sociaux. Je réunis les meilleurs experts français du networking, du personal branding, du marketing de soi pour vous aider à évoluer professionnellement grâce aux réseaux sociaux. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, je reçois Philippa Launay. Philippa, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être la première participante de ce podcast. Philippa, tu es directrice de l'agence Zooma, qui est une agence de marketing de contenu. Vous opérez essentiellement sur les champs de la communication, du marketing et des médias. Ce qui m'a intéressé, c'est cette approche finalement très axée marketing, communication des marques, mais dans un univers digital. Et dans le cadre du projet de Networking Academy, comment est-ce qu'on peut transposer ces acquis sur la sphère des individus? Et donc, c'est là où on va parler à un moment donné de personal branding, de présence sur les réseaux sociaux. Alors, pour l'anecdote, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et sur Shaper. Et du coup, j'ai trouvé intéressant de t'inviter pour ce premier épisode. Donc, pour introduire le sujet, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est pour toi finalement le personal branding, le réseau, pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui du réseautage et du personal branding? Alors oui, le personal branding, c'est une démarche, on va dire, dont on entend de plus en plus parler dans le registre de la sphère privée, qui au départ est quand même plutôt associée à la sphère professionnelle. Dans personal branding, on pourrait dire que déjà on a une sorte d'antagonisme à la base dans l'expression. On est à la fois dans le registre de la personne, mais on est également dans le registre de la marque. Donc on a affaire à quelque chose qui est de l'ordre plutôt de la nature, qui se confronte à quelque chose qui est de l'ordre de la culture. Donc ça semble mêler personnel et professionnel. En fait, la démarche de personal branding, c'est vraiment l'idée de professionnaliser sa propre identité dans le but de la diffuser, notamment sur les réseaux sociaux et sur Internet, sur tout type de support. Le personal branding, c'est d'abord une démarche qui demande de faire beaucoup de recherches. Et tu faisais référence à notre rencontre, mais avant de se rencontrer dans la vraie vie, je pense qu'on a lu aussi les publications qu'on a fait l'un et l'autre. Oui, tout à fait. Et on s'est rendu compte à un moment que dans la manière qu'on avait chacun de se présenter, il y avait des points de cristallisation, des points de rencontre. Et en fait, le personal branding procède également de ça. On identifie certaines valeurs, certaines majeures de son caractère, ou un champ d'intérêt qu'on souhaite revendiquer sur la toile, sur laquelle on souhaite être référencé, et tout d'un coup ça permet d'émerger et de se rendre visible aux yeux de ceux qui pourraient être intéressés par le sujet. Parce que le sujet effectivement qui nous intéresse aujourd'hui, c'est particulièrement les réseaux sociaux professionnels, mais quand on pense au personal branding, on se pense aussi beaucoup aux youtubeurs, aux instagrammeurs, et finalement, est-ce qu'il y a des porosités entre leur approche qui est très du coup plutôt grand public et ce que peuvent faire des professionnels qui sont en activité ou entrepreneurs? Alors, de mon expérience pour travailler avec des youtubeurs, des influenceurs au quotidien, on se rend compte que ce sont souvent des personnalités qui n'ont pas acquis leurs compétences de manière académique. Ce sont des personnes qui ont eu leur propre savoir-faire, qui ont développé des pratiques
certaines marchaient, certaines ne marchaient pas. Parfois, ils ont pris des virages dans leur identité. Ils ont revendiqué certains champs qu'ils ne revendiquent plus. Par exemple, un influenceur est souvent relié à une thématique principale pour pouvoir justement avoir une aspérité de référence et revendiquer sa propre niche. Souvent, ce sont avant tout des personnalités. Donc, le personal branding est d'abord effectivement un ego qui a décidé de se dévoiler et de se donner une forme de manière à fédérer autour de lui toute une communauté de références, souvent dans laquelle il puise pour pouvoir dialoguer ou effectivement pour pouvoir influencer des individus ou un groupe d'individus. Donc c'est là où la personne, l'influenceur peut rentrer en relation avec une marque par exemple, qui va revendiquer le même type de valeurs et faire une association autour d'un projet, parce que aujourd'hui la marque se rend compte qu'il est absolument capital de pouvoir recueillir l'émotion des communautés, et que ces influenceurs véhiculent une prise de parole qui n'est pas corporate, qui est justement une prise de parole directe, spontanée, celle de la vraie vie. Alors, ça, on va dire, c'est la théorie. Dans la pratique, il peut y avoir aussi des influenceurs qui ont professionnalisé tellement leur personal branding que ça peut devenir extrêmement artificiel. Et souvent, il y a une sorte de méfiance aussi vis-à-vis de certains influenceurs dont on peut douter de l'authenticité réelle et de la véritable vocation à partager tout simplement un sujet. Parce que on peut tout à fait monétiser son personal branding. C'est un peu le principe de certains youtubeurs qui gagnent extrêmement bien leur vie sur les réseaux sociaux. En France aussi ? En France également. En France, il y a certainement un point de vue culturel sur le personal branding qui fait que on est plus méfiant encore vis-à-vis de ce type d'attitude que dans d'autres pays qui sont plus pragmatiques. Chez nous, on a tendance à moraliser le débat du marketing et de la communication énormément et à trouver que le personal branding peut être une démarche qui est un peu déplacée par rapport à une certaine moralité qui consisterait à dire la sphère privée doit rester dans la sphère privée et la sphère corporate doit opérer dans son terrain. Donc justement, quels sont les glissements du coup entre cette sphère personnelle et professionnelle, ou réciproquement on imagine aussi des professionnels adopter des démarches finalement d'influenceurs pour développer la marque de leur entreprise finalement. Comment ça s'opère finalement ce glissement là, parce que c'était il y a quelques années, on n'en était pas là. Effectivement, il y a des personnalités du domaine de l'entreprise ou de n'importe quel secteur qui vont se rendre compte à un moment que l'objectivation de soi-même est un point capital de son succès, puisqu'il s'agit d'émerger en tant que personne, et que cette démarche de référencement qu'on peut retrouver sur certains produits dans les moteurs de recherche peut tout à fait s'appliquer à la personne. Et donc on va avoir des grands dirigeants qui vont prendre des conseillers en réseaux sociaux, qui vont être à leur côté pour soit leur écrire leur ligne éditoriale de réseaux sociaux, soit effectivement accompagner cette émergence digitale.
Le personal branding est indissociable de l'existence numérique d'un individu. Et ça, c'est important de le prendre en compte aussi, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'être l'ambassadeur d'une valeur et d'intervenir sur un sujet. Il s'agit surtout d'avoir une présence digitale et une présence la plus durable possible. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'un individu, un jour, dit « je vais devenir une marque » ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un individu qui souhaite devenir une marque ou est-ce que tout simplement c'est un individu qui souhaite professionnaliser son identité à la manière d'une marque. Et du coup, on est déjà sur autre chose, c'est-à-dire on garde le cœur de ce qu'est l'individu. Quelqu'un qui travaille son personal branding a un impératif, c'est de toujours garder son authenticité, puisque c'est la garantie aussi de la qualité de sa personne. Quelqu'un qui ferait du personal branding sur quelque chose qui serait totalement fake serait une catastrophe, aussi bien pour lui que pour l'ensemble de ceux qui font du personal branding. Tout d'un coup, ça décrédibiliserait l'ensemble de ceux qui ont ce type de démarche. Donc il y a une sorte d'autorégulation dans le personal branding, et s'il y a une règle, c'est à respecter, c'est la règle de l'authenticité. Est-ce que cette règle est respectée ? Ça n'est pas sûr, parce que le personal branding est également une démarche professionnelle, et donc qui dit professionnel dit bien construit, fait pour être attractif, et donc effectivement on peut s'y prendre en jeu et considérer parfois quelque chose d'authentique alors que ça n'est pas. Maintenant, avec les clients de l'agence, on réfléchit beaucoup à ces dynamiques d'influenceurs ou d'Instagrammeurs, de YouTubeurs, de personnes qui ont vraiment travaillé leur personal branding autour de certaines thématiques. Pourquoi ? Parce que une marque aujourd'hui a besoin de véhiculer une émotion authentique, et a souvent besoin d'un porte-parole, d'un tiers de confiance pour l'incarner. Il y a deux manières de prendre le sujet. Soit on cherche à avoir une authenticité maximale, et donc on va essayer de rentrer en contact avec quelqu'un qui partage les valeurs qu'on veut déployer, et de lui proposer un partenariat qui va reposer uniquement sur une expérience commune. Et donc il n'y a pas de monétisation de cette expérience. On prend contact avec quelqu'un qui naturellement souhaite être l'ambassadeur ou parler de certains sujets, et on lui propose d'intervenir dessus. La plupart du temps, c'est les individus qui travaillent comme ça ne souhaitent pas être rétribués pour ce qu'ils font, puisque justement la garantie de leur authenticité réside dans le fait que ce ne soit pas un partenariat commercial. Oui, tout à fait. Une autre école est le partenariat commercial avoué, c'est-à-dire certains youtubeurs, certains influenceurs en font leur métier, ont y compris de tarifs à l'étagère, c'est-à-dire pour certaines opérations où ils vont ramener tant de personnes ou tant de followers ou de partages, ils vont pouvoir déterminer un coût quasiment facial à l'étagère, et ils vont en quelque sorte devenir, se montrer comme une sorte de produit d'eux-mêmes, et le faire avec de manière assez décomplexée. Ça peut être une autre formule. Ce qui est intéressant dans les deux dynamiques qui sont assez différentes, c'est que les deux sont valides. Ça dépend de pour quelle marque c'est utilisé. C'est-à-dire une marque qui prendrait justement, on imagine une marque associative qui prendrait l'authenticité entre individus, etc. Ce serait très très compliqué pour elle de travailler dans cette dynamique de monétisation.
En revanche, une marque qui a une identité extrêmement corporate, qui doit justifier chaque centime et chaque euro investi, ce serait très très étonnant de la voir passer des deals informels avec des personnes qui ne se font pas rétribuer. Ça pourrait être même suspect. Donc les deux cas de figure sont dans la nature. La question qu'il faut se poser, c'est vraiment la question de la cohérence du marketing et de la communication, et de savoir en fonction de l'ADN de la marque avec qui on travaille, ce qui est le plus cohérent, et surtout ce qui va le plus faire écho à la communauté des internautes. Et est-ce qu'on parle de congruence, du coup, entre... On parle tout à fait de congruence. Alors, la congruence, c'est bien, il en faut, mais il en faut pas trop, parce que trop de congruence passe inaperçu. C'est-à-dire un partenariat avec une personne qui serait totalement raccord avec la marque n'intéressera absolument personne, parce qu'il n'y aurait pas ce fameux effet de surprise. Et dans le marketing d'une marque, on doit véhiculer un pas de côté, ou en tout cas quelque chose qui donne du sens. Si on est dans une parfaite congruence, ça ne donne pas de sens, parce qu'il n'y a pas de dynamique. Tout ça pour finalement revenir à notre cas des professionnels. Est-ce que si je suis professionnel en entreprise, je vais avoir la même réflexion, et sans être dirigeant, d'être, mettons, salarié, et du coup, comment est-ce que c'est le développement de mon identité en ligne peut être un levier de développement professionnel, que ce soit dans l'entreprise dans laquelle je suis, ou voire pour une évolution externe? C'est un sujet particulièrement intéressant, parce que justement, il montre là aussi une mutation sociétale importante sur la valeur travail. Avant, le personal branding était plutôt réservé à une élite, on va dire. On était interrogé, on pouvait témoigner de son expérience que quand on était adoubé, ou qu'on avait passé un certain nombre d'étapes dans sa vie. Aujourd'hui, cette échelle de valeur, elle s'effondre, et moi je pense que c'est tant mieux, parce que tout simplement on ne fait plus une carrière aujourd'hui comme on la faisait hier. Avant, on était dans une sorte d'ascension d'une échelle, et il fallait monter les marches de la pyramide jusqu'à son sommet. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des vies beaucoup plus horizontales, où on se réinvente aussi beaucoup plus souvent, et donc il s'agit beaucoup plus d'agréger des compétences pour se former sa propre personnalité au gré de ses expériences. On est beaucoup moins linéaire dans sa manière d'appréhender le travail, ce qui rend possible un personal branding dès qu'on est, j'ai envie de dire, un lycéen aujourd'hui, un collégien, quelqu'un qui accède à son premier travail, ou quelqu'un qui est en reconversion au milieu de sa vie, est tout aussi légitime à travailler son personal branding. Et même, je pense que les dynamiques de management ne sont pas encore conscientes à quel point c'est important de le faire, parce que on ne porte plus aujourd'hui sa confiance dans l'entreprise. La confiance, elle est dans l'individu et dans sa trajectoire. Et sa trajectoire, justement, elle tient compte d'un certain nombre d'éléments qu'il convient d'assembler pour en faire justement le cœur du personnel branding. Et du coup, d'une certaine manière, la marque employeur, est-ce que sa définition, ce serait pas de dire je vais vous développer votre identité, en fait, et cette identité-là, vous allez pouvoir l'exprimer en ligne? Tout à fait.
Effectivement, de la même manière que certaines entreprises proposent des plans de formation, de certification qui sont des certifications de compétences, quelque part, c'est aussi proposer à l'ensemble des collaborateurs une certaine expérience, un certain nombre de valeurs à revendiquer. Et les entreprises qui le font fidélisent ou attirent davantage de talents identifiés, individuels, autonomes, parce que le personal branding est quand même une démarche d'autonomie également. Les entreprises qui reconnaissent cette autonomie à leurs collaborateurs, en général, font une meilleure croissance, en tout cas salariale, et sur des critères de bien-être au travail ou d'épanouissement global. Ça m'amène à une question en parallèle, c'est-à-dire que si ces entreprises développent l'identité ou permettent le développement de l'identité de leurs collaborateurs, finalement, on peut avoir deux types de collaborateurs. On peut avoir ceux qui sont natifs des réseaux sociaux et qui ont déjà une identité en ligne et qui finalement vont rebondir au travers de ces expériences pour se développer et mieux rayonner. Un petit peu à la manière d'une start-up finalement. Et puis ceux qui n'y étaient pas ou qui n'y sont peut-être pas encore et qui se posent beaucoup de questions sur le passage à l'acte et sur justement ce que tu qualifiais d'objectivation de soi-même. Donc à partir de là, c'est quoi l'élément déclencheur qui va faire que si je suis dans mon entreprise et que je souhaite que ces tendances m'attirent, comment est-ce que je vais faire pour développer tout ça ? Il y a quelque chose qui est très surprenant, c'est que souvent dans les métiers du marketing, de la communication, où on parle énormément de la mutation numérique et de l'existence digitale des marques, on voit que certains ne sont absolument pas présents, ne travaillent pas leur existence numérique. Alors, soit ils ne se l'autorisent pas, soit ils ont peu d'intérêt à le faire, peu d'appétit à le faire, soit ils ne considèrent pas que ce soit pertinent. Et je pense qu'il n'y a pas il y a une mutation qui est irréversible sur ce point-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, un recruteur qui reçoit un candidat va probablement 7 fois sur 10 taper son nom sur Google pour comprendre qui est cette personne. De la même manière qu'un acte d'achat commence souvent sur un navigateur, sur un moteur de recherche, une rencontre commence aussi souvent par l'existence numérique. Et il y a quelque chose dont il faut prendre compte et qui est absolument inéluctable. Passer à l'acte, il faut le faire le plus rapidement possible. Il n'y a plus le choix, quoi, en fait. Il n'y a pas de choix parce que il n'y a pas de couture entre le monde numérique et le monde physique. Tout simplement. Aujourd'hui, on est à un tel niveau de cohésion entre nos terminaux mobiles qui nous accompagnent tout au long de notre vie et notre présence physique que notre existence est prolongée par notre existence numérique de fait. Donc demain, tous, LinkedIn on va dire beaucoup maintenant, mais est-ce qu'on va tous être amenés à faire des vidéos, faire, des podcasts, Alors, effectivement, depuis, on se rend compte que c'est un mouvement qui vient de très très loin. Depuis les années 50, les technologies ont permis progressivement de permettre à chaque individu de pouvoir être l'éditeur d'un certain nombre de contenus et de pouvoir le faire à un niveau professionnel. Aujourd'hui, quand on regarde la vidéo
d'un étudiant qui sort du bac et qu'on compare cette même vidéo à une vidéo que pouvait faire un étudiant il y a 30 ans en sortant du bac, on se rend compte d'une différence de qualité qui est colossale. Ah oui, maintenant il y a des youtubeurs qui font des trucs géniaux et qui sont bien supérieurs d'ailleurs à la plupart des productions d'entreprises. Et donc les technologies facilitent énormément ce passage à l'acte. Le point de réflexion, il est sur le sens qu'on donne à son personal branding. Et sur le message qu'on délivre, puisqu'il y a aussi énormément de problématiques autour de cette notion d'éditer son identité sur la sphère numérique. Il y a beaucoup de regrets, j'imagine, de certaines personnes qui ont publié des choses qu'elles n'auraient pas dû publier ou qui l'ont fait sans réfléchir ou qui l'ont fait impunément sans en saisir les conséquences. Et aujourd'hui, il y a très peu de cadres par rapport à ces actes-là. Il y a une demande à l'autorégulation, mais effectivement, il y a une évangélisation à faire autour du sens qu'on donne à son existence numérique. Puisque derrière son existence numérique, il y a un projet de société qui est un projet démocratique et qui est un projet de pouvoir décentraliser. Chacun... Alors attends, parce que comment tu fais le lien entre existence numérique et alors je comprends une forme de transversalité, d'horizontalité, que chacun limite a les mêmes outils quasiment, mais comment est-ce qu'on peut après transposer ça à la société, quoi, finalement? J'ai une existence numérique, tu as une existence numérique, on peut avoir des propos qui font écho auprès d'une autre communauté, faire grandir cette communauté, tout d'un coup devenir un contre-pouvoir. Là, on fait acte de décentralisation. On édite nos propres contenus, on peut tout à fait et extrêmement facilement avoir ce type de démarche. Et donc là, on est sur quelque chose qu'il ne faut absolument pas perdre et qui est on va dire une des missions de l'internet de départ. Dans tous les théoriciens des années 60 de l'internet, on retrouve toujours ce projet de décentralisation qui est l'envie d'avoir un contre-pouvoir fort qui est incarné par des individus autorégulés. Et ça, c'est aussi quelque part une sorte de promesse qu'il ne faut pas détruire en construisant une tour de Babel où chacun viendrait mettre sa petite photo qui n'a absolument aucun sens et tout d'un coup ça détruirait tout parce que on perdrait le propos profond de cette mission. Tout à fait. Donc si on revient un petit peu à ton parcours, pourquoi est-ce que toi, en tant qu'individu, tu en es arrivé à ces réflexions-là? Qu'est-ce qui t'a amené en fait sur ces champs-là? Alors, moi, je suis venue à la sphère numérique par la sociologie. C'est mon intérêt pour la société qui m'a amené à m'intéresser aux dynamiques de consommation. Et donc, qui dit dynamique de consommation, dit individu derrière, et intentionnalité. J'ai eu cette espèce de déclic un jour en me rendant compte que finalement, quand je me suis posté devant une caisse de supermarché pendant un certain temps et j'ai regardé ce qui passait sur les tapis et je me suis rendu compte que quand on analysait bien la consommation d'un individu, en gros, on avait 90% de la photographie globale de cette personne, juste en comprenant ce qu'il consommait. Et que c'était une information suffisante pour en connaître beaucoup plus que tout ce qu'il pourrait nous déclarer ou tout ce qu'on pourrait trouver sur lui.
le, le personal branding que j'opère, je l'opère aussi parce que quand on est sur ces terrains de recherche, on a une certaine solitude en fait. Il y a un désir, je pense, hein, je parle pour moi, mais dans son propre personal branding, il y a une envie de rencontrer d'autres personnes pour qui certains sujets font écho. Il y a l'envie de constituer une communauté, de se fédérer autour de certaines idées. Il y a cette dimension de réunion, de partage dans le personal branding. Et toi, est-ce que tu as expérimenté cette courbe d'apprentissage à ton niveau? Quelles ont été les difficultés que tu as pu rencontrer ou les succès? Alors, les outils sont extrêmement faciles à appréhender. On se rend compte néanmoins que c'est une démarche qui est longue parce que quand on se met devant la feuille blanche et qu'on se dit qui je suis, quelles sont les valeurs que je revendique, quelle est ma proposition de valeur, si on veut parler de manière un petit peu professionnalisante sur la sphère privée, on va dire quelle est ma proposition de valeur, qu'est-ce que j'incarne, qu'est-ce que je propose aux autres. Ce sont des questions qui ont l'air simples, mais qui vont demander beaucoup d'exploration en fait, et aussi beaucoup de sincérité. Et cette sincérité, elle n'est pas forcément facile à trouver quand on est seul face à ces questions-là. C'est aussi dans l'échange, ou parce que tout d'un coup, on se rend compte que une valeur rencontrée dans le profil de quelqu'un fait écho à quelque chose, qu'on va aussi soit rallier, soit prolonger une proposition, un mot-clé, une photo, un style éditorial. Dans le personal branding, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu. Il y a bien sûr des éléments de langage, de sémantique, puisque il faut qu'on puisse être retrouvé sur les moteurs de recherche. Donc les mots sont extrêmement précis, c'est un mot et pas l'autre, donc ça demande beaucoup de recherche. Il y a évidemment une démarche iconographique. Est-ce qu'on est sur un traité avatar? Est-ce qu'on est sur un traité photographique? Est-ce qu'on est sur une incarnation? Est-ce qu'on est sur quelque chose qui est très professionnel ou quelque chose qui est très spontané? Tous ces choix sont à faire et ces choix sont extrêmement nombreux. Donc on revient finalement aux questions qu'on se posait précédemment, à savoir comment est-ce que je fais ces choix de présence. Pas évident au départ, je sais même pas qui je suis exactement moi-même, donc comment est-ce que je réussis à dépeindre une image de moi-même? Souvent, à l'origine de cette démarche de personal branding, il y a un appétit pour quelque chose ou une compétence identifiée qu'on veut partager à un plus grand nombre de personnes. Et donc, à l'origine de la démarche, il y a vraiment l'envie de créer de l'attraction sur soi-même et d'être trouvé par des personnes qu'on ne connaît pas, qui sont peut-être à l'autre bout du monde. Cette démarche, dans la sphère corporate, on l'appelle la démarche d'inbound marketing. C'est une méthodologie, un ensemble d'outils qui permet non pas d'exposer une audience à des messages, mais au contraire d'attirer une audience avec un certain nombre de messages, la plupart du temps qui sont des messages de niche, mais qui permettent à chaque personne concernée par un sujet de se reconnaître et de pouvoir rallier un mouvement. Donc à l'origine du personal branding, on retrouve un peu cette envie de se faire trouver.
tout simplement. D'arriver dans l'agora, on va dire, numérique, de dire, voilà, moi, je suis distinctif, je suis singulier pour cette raison-là, et je souhaite être identifié au sein de cette communauté, et identifier des personnes qui rejoignent la même singularité que moi. Et donc là, on passe au stade du collectif, finalement. Il y a une charnière entre l'individu et le collectif. Et c'est pas parce que on a l'impression que c'est l'expression quasiment hyper poussée, finalement, de l'ego, hein, que cet individu est seul. Il s'inscrit bien dans un collectif et dans un réseau, du coup. Un réseau de pairs qui l'identifie. Et la question qui va se poser peut-être après, ou je ne sais pas à quel moment ça se passe, mais c'est comment est-ce qu'il interagit avec ce réseau. Oui, et ça fait référence aussi à certaines problématiques qu'on retrouvait à l'origine du web, hein. C'est de se dire, finalement, sur la toile, est-ce qu'on est seul ou est-ce qu'on est en communauté, ou les deux à la fois. C'est également les deux à la fois, puisque on peut faire un personal branding qui soit totalement construit, c'est-à-dire on peut se créer une identité, s'inventer une vie, être finalement anonyme dans la vraie vie et avoir une existence numérique très hypertrophiée. Toutes les configurations sont possibles. Oui, tout à fait. Donc, on passe un petit peu du coq à l'âne, c'est pas grave, et puis on revient sur les sujets, c'est l'idée, hein, la progression dans la discussion. Je suis dans une entreprise, il n'y a pas de culture véritablement d'encouragement du personal branding, même parce que beaucoup d'entreprises ne comprennent pas encore très très bien ces codes-là. Ou s'en méfient. Voilà. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, je fais un acte, j'allais dire, d'affranchissement, un peu, pour prendre la parole sans nécessairement faire valider les éléments par mon employeur, quoi, en fait. Alors, j'ai bien conscience que dans quelques années, ce sera peut-être risible, ce genre de propos, mais je pense qu'on en est quand même là encore aujourd'hui. C'est toute la problématique, effectivement, de la mutation. C'est-à-dire, avant, on va dire, dans un système assez archaïque et traditionnel, on n'avait pas le droit d'avoir une communauté plus large que le chef. Puisque normalement le chef est celui qui a la plus grande communauté, puis après on descend la pyramide, la hiérarchie tout simplement. Aujourd'hui on se rend bien compte que on peut être marque de la compta et avoir une communauté de millions de fans parce que on fait de la musique le week-end, alors que son PDG va avoir une communauté extrêmement restreinte et ne même pas être identifié pour des bonnes raisons sur la toile. Donc il y a ça peut créer une sorte de confusion. On retrouve là notre idée de décentralisation, c'est-à-dire chaque individu travaille son personal branding dans sa singularité, à sa manière, sans qu'il y ait de notion de hiérarchie. Et le fait d'avoir une très grande communauté de fans ou une très petite communauté de fans, où la volumétrie n'est pas forcément un élément pertinent, malgré ce qu'on croit ou ce qu'on entend aussi dans l'univers publicitaire. On ne choisit pas un influenceur pour le volume de sa communauté. On choisit un influenceur pour la pertinence de son association. Ce serait terrible de choisir de travailler avec quelqu'un parce que il a 10 000 fans de plus que l'autre. Ça n'aurait pas de sens, tout simplement, parce que l'internet n'est pas fait ainsi. L'internet est fait justement pour pouvoir référencer, indexer, identifier, se reconnaître. On n'est pas dans une démarche de volumétrie comme on est dans la vie, on va dire, physique.
où effectivement, quand un festival de musique réussit, c'est un festival où il y a beaucoup de public. Si on veut transposer la réussite, le critère de performance d'un concert sur Internet, ça ne va pas seulement se jouer sur la volumétrie, ça va se jouer sur la pertinence de l'audience. Après, finalement, ce qu'on peut se dire, c'est que est-ce qu'il y a vraiment une évolution ou un chamboulement des pratiques? Parce que d'une certaine manière, le pouvoir avant était incarné par une forme de hiérarchie. Cette hiérarchie-là donnait une audience qui était importante. Dans les années 80, si je m'appelle Bill Gates ou Steve Jobs, bon, je suis connu, j'ai déjà une image, et quand bien même il n'y a pas d'internet, je rayonne et je remplis des stades. À partir du moment où il y a internet, de surcroît, je vais rassembler tout un tas de fans, et du coup, est-ce qu'on se trompe pas un peu parfois, ou en disant finalement l'étudiant du coin un petit peu zélé peut faire aussi bien? Est-ce que c'est pas un peu un mythe finalement? C'est pour ça que, effectivement, il y a une volatilité de la volumétrie dans l'espace numérique qui fait que tout est possible. Un jour, le lendemain, on peut disparaître, et c'est aussi pour ça que le critère le plus juste, c'est la pertinence. C'est ce concept-là qui doit être celui qui rend valide toute opération. C'est bien un peu les difficultés qu'on rencontre souvent dans les projets, c'est de réussir à couper suffisamment pour trouver vraiment l'axe de communication qui va performer, qui va être intéressant, qui correspond à soi. Et du coup, le plus gros du travail, finalement, c'est ça, c'est-à-dire de retenir cette molécule, j'allais dire, qui ensuite va engendrer le reste. Oui, on rejoint vraiment l'idée de la singularité. Oui. On parle de singularité d'une marque, ce qui est effectivement sa proposition distinctive, et c'est ça qui va être son facteur clé de succès. Oui. C'est pour ça que les signatures, les marques sont aussi importantes également, c'est parce qu'en général, elles sont concentrées de l'ADN de la marque. Est-ce que tu as un exemple d'une marque, par exemple, qui a bien fonctionné? On peut parler, si on veut rester vraiment avec ce côté un peu historien du web, ce côté Think Different. Think Different, c'était la quintessence du message de la marque. Et on est vraiment dans quelque chose de distinctif. Ça peut être un verbe, enfin on connaît le Just Do It, ou ça a été des hymnes qui ont rallié des communautés parce qu'elles exprimaient une singularité. Et du coup, on est dans des discours qui sont plutôt du l'ordre du soft, de l'émotionnel, de l'engagement, plutôt que, et c'est peut-être là où il y a une rupture avec le monde professionnel classique, c'est qui lui est beaucoup plus sur du hard, sur des compétences, sur de l'atteinte de résultats, alors que ce qu'on a l'impression, c'est finalement, on se transpose dans finalement ce qu'on te demande maintenant, alors avoir en tant que collaborateur, c'est d'amener ta communauté à notre marque. Donc à partir de là, les enjeux de communication sont assez différents finalement. Tout à fait. Mais disons qu'on est sorti d'une ère du travail effectivement fondé sur la performance, sur la technicité, sur des critères extrêmement rationnels. On est en train d'amener un soft power aussi dans les entreprises. On le voit avec, par exemple, des dynamiques de cooptation parfaitement réussies, des valeurs revendiquées par des
des entreprises qui tournent autour de l'humain au centre des débats, l'envie de retrouver des agoras dans les entreprises, des endroits où les personnes puissent se rencontrer, échanger des programmes d'animation, des office managers, des happiness managers, des classements de bien-être au travail, etc. On s'est rendu compte que et pourtant ça a toujours été le cas. On s'est rendu compte que le cœur de l'entreprise, c'était l'homme, c'était pas la machine. Et effectivement, de ce point de vue-là, on peut dire que le personal branding devrait être une démarche totalement logique dans le travail. Ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est une logique qui est en croissance. Et donc, dans ce contexte-là, qu'en est-il de la performance, du coup ? Alors, la performance, elle est polymorphe. Une performance peut être... on peut avoir des critères de réussite d'une entreprise et avoir des critères de contre-performance sur le bien-être au travail, par exemple. Ou inversement, on peut se rendre compte qu'il y a des logiques antinomiques de performance. Encore une fois, du coup, on est obligé d'appeler à l'alignement des valeurs pour être sûr que la performance d'une entreprise dépend bien d'une chaîne de valeurs où l'ensemble des performances vont dans le même sens. C'est ce qui est reproché à beaucoup d'entreprises aujourd'hui et ce qui peut aussi amener certains à aller dans la rue, c'est de mettre en lumière l'incohérence de certaines entreprises qui développent des logiques de performance qui peuvent être à l'encontre de l'humain ou à l'encontre des chiffres de l'entreprise, hein, c'est possible également. Donc, effectivement, quelqu'un qui, de toute façon, la démarche de personal branding, on est déjà dans le cadre d'un épanouissement, d'un développement. Quelqu'un qui ne souhaite pas, quelqu'un qui n'est absolument pas épanoui, ou qui est en colère, ou qui est en révolution, ne peut pas véritablement être prêt pour ce personal branding, puisque le personal branding est quand même un acte d'objectivation de sa propre identité. Il faut mettre quelque chose en lumière, quelque chose de positif, une valeur qui a du sens. Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans, finalement, une espèce de dictature du positif à ce moment-là ? Et comment est-ce qu'un individu qui est composé de multiples facettes trouve un équilibre dans cet environnement-là ? Souvent, on entend cette blague où on dit la vie des gens est merveilleuse, les gens ne postent que des photos de vacances de rêve sur Instagram, sur Facebook, ils prennent le cadrage qu'il faut sur leur terrasse pour montrer que leur vie est absolument merveilleuse. Voilà. Et souvent, on en parle avec dérision parce que effectivement ça n'a pas forcément d'intérêt. Oui. Cette logique Ok, donc cette logique d'objectivation de soi-même, finalement, qui peut faire passer à l'as certains aspects plus sombres, j'allais dire, de sa personne. Et donc, effectivement, comment est-ce que les choses vont se positionner entre ceux qui sont dans une narration de l'idéal et que finalement, à un moment donné, on se dit que ça cache probablement des choses finalement bien plus obscures et comment être tout serein en fait dans sa présence. Mais là-dessus, je pense que les internautes sont assez sévères avec certaines pratiques ou certaines expressions
de personnes. On lit des commentaires qui montrent qu'il y a un feedback immédiat. On lit parfois des commentaires qui sont criants de vérité sur justement cette logique de la positivité extrême où on s'invente une vie de star qui n'a strictement aucun sens en fait. Ça, c'est la forme avant le fond. Bien sûr, ou par exemple, on peut parler du fameux selfie qui couvre les réseaux sociaux et on peut se poser la question à quel moment on regarde ces selfies ou quelle est cette propension humaine à regarder les selfies des autres et combien d'années dans sa vie on est confronté à des selfies d'autres personnes. Ça a couvert la planète tout d'un coup et on peut se poser la question du sens du selfie. C'est quelque part cette trace de j'y étais, c'est une sorte de drapeau qu'on plante sur un décor qui ça paraît parfois effectivement assez dérisoire. Et effectivement, ce qui m'interpelle souvent, c'est des gens dont le mur est composé de photos d'eux-mêmes, en fait. C'est toujours... Mais ça marche. Enfin, ça marche peut-être jusqu'à un certain point dans une sphère du coup assez privée, pour le coup. Et du coup, dans un domaine professionnel, c'est vrai que généralement, on pense plutôt à envoyer des informations à valeur ajoutée, essayer d'informer son réseau de ce qui se passe, d'essayer de rester pro, en fait. Mais il y a quand même une porosité qui s'opère à un moment donné entre les deux. Donc, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça ? On se rend compte effectivement que un personal branding qui ne serait composé que d'informations ou de documentation intéressante, pertinente, etc., n'aurait pas forcément du succès. Parce que dans la sphère numérique, on s'intéresse bien sûr aux informations, mais on s'intéresse aussi à la petite part d'humanité qu'il y a derrière cette information. Oui, tout à fait. Et on aime avoir parfois le petit côté off-record, on aime effectivement avoir la petite image d'une personne qui montre que elle reste humaine au-delà des valeurs qu'elle véhicule. Et donc c'est une alchimie à bien mesurer. Quelqu'un qui ne mettrait que des photos de lui serait contre-performant parce que ça finirait par provoquer de l'agacement et ça ne serait absolument pas pertinent. En revanche, c'est un équilibre entre les deux et cette dynamique de léger décalage entre l'info pertinente et puis le fait de dire voilà, je suis ambassadeur de ces informations et je les revendique, qui fait le cercle vertueux. Ouais. Et donc, comment est-ce que je trouve le courage, à un moment donné, je reviens à cette question-là, mais de m'affranchir et de dire, bon, voilà, je vais me mettre en scène, je vais parler de moi, je vais mettre des photos peut-être de moi, je vais commencer à dire même ce que je pense. À un moment donné, qu'est-ce qui pousse l'individu à peut-être, à passer ces étapes? Est-ce que c'est parce qu'il sent au fond de lui que c'est inexorable, ou est-ce que c'est une quête de l'ego? Est-ce qu'on peut objectiver ça, justement? Ça peut être beaucoup de choses. D'abord, il y a une sorte de norme qui s'impose aussi. On le voit avec la norme vidéo. On se rend compte qu'on est passé du texte à l'image, de l'image à la vidéo, et que finalement on devient tous un peu des reporters suréquipés, et ça s'est fait assez rapidement. Donc quelqu'un qui aujourd'hui véhiculerait son personal branding par du texte présenterait pas beaucoup d'intérêt aux yeux de la communauté d'internautes. Donc on va effectivement plus naturellement aller vers la vidéo, donc on est obligé de se mettre en scène. Donc il y a une norme aussi qui dicte un petit peu le registre de la prise de parole, où on n'est pas tous égaux face à notre propre image. Certains ont
ont une facilité à se mettre en scène, d'autres ont des timidités qui sont plus difficiles à surmonter, mais face à la norme, on est tous égaux. On sait tous que à un moment, il va falloir véhiculer quelque chose d'efficace. Après, on revient à cette idée de singularité. C'est chacun a son style. Le plus important, c'est de ne pas le trahir. Quand on voit Steve Jobs sur scène, il a une posture physique, un style vestimentaire qui est singulier, qui est le sien. Il ne se déguise pas. Et il y a une crédibilité, il y a une consistance, et du coup il y a du charisme. Et le charisme consiste également à incarner son propre style avec beaucoup de lucidité. D'accord. Je crois qu'on on a déjà fait un petit peu le tour des échanges professionnels sur les réseaux sociaux. Si on peut essayer d'apporter une conclusion, quelles sont les grandes tendances et où est-ce que ça va tout ça en fait? Est-ce que c'est inscrit pour durer? Comment ça évolue? En termes de tendance, on se rend compte que on a exploré beaucoup de choses depuis l'introduction du numérique dans nos vies et dans les dynamiques des marques. On est tout de même à la fin d'un chapitre du numérique. On va passer à quelque chose de différent qui va être l'utilisation de l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Et ça, probablement, ça va changer quelques paramètres de l'équation, parce que même si on avait l'impression d'être dans une grande mutation numérique, on est sur des choses qui sont encore très calquées sur une société assez archaïque. Il est fort probable que l'introduction de l'intelligence artificielle, à l'usage notamment de dynamiques d'émergence personnelle, fasse des choses extrêmement nouvelles. Donc à suivre là-dessus. On se revoit à ce sujet. Merci Philippa et de nous avoir reçus au sein de tes locaux à Paris. Très bonne continuation à toi et à bientôt. À très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, abonnez-vous au podcast, notez-le et surtout commentez-le. On construira ensemble le futur des émissions et c'est parfait comme ça. À bientôt, bon networking et bon réseautage.